Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment est-ce que j'ai réussi à sortir de la dépression? Comment à 24 ans j'ai pu déjà connaître la dépression? Et comment j'ai pu m'en sortir et ne plus jamais déprimer? Parce qu'aujourd'hui je peux dire que je ne déprime plus du tout. Je suis même plutôt très heureuse pour quelqu'une qui a eu la vie que j'ai eue. Je suis venue donc en France très jeune et c'était très difficile, comme pour beaucoup de personnes qui viennent en Europe, parce que beaucoup de personnes s'identifient à mon discours. Quand je suis venue en France, il y a eu du coup le mal du pays qui était très difficile à gérer. Il y a également eu l'isolement de, du fait d'être dans un autre pays, loin de sa famille, etc., qui était aussi très particulier émotionnellement. Voilà, j'ai connu beaucoup de nouvelles émotions euh, et puis beaucoup de nouvelles déceptions, en particulier avec mon parent. Voilà. Beaucoup de violences physiques, beaucoup de violences psychologiques. Donc dans tout ça, hein, je pense qu'il y a plein on va dire d'enfants qui disent que j'exagère. Voilà, il y a plein d'enfants qui trouvent que d'autres enfants exagèrent dans leur prise de position, du fait de couper les ponts avec les parents, etc. Parce que eux n'ont pas vécu ça. Moi, en ce qui me concerne, je pense que effectivement, quand on a un certain niveau de violence, le plus souvent, c'est contrebalancé avec un certain niveau d'amour, que ce soit de physique, de câlin, etc. Ce qui fait que peut-être la plupart des gens, on va dire, s'en mêlent les pinceaux et se disent que non, c'est pas si mal, tout n'est pas à jeter. Moi, c'était pas mon cas. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment connu d'affection. J'ai pas vraiment connu de. Parce que moi, je suis très étonnée de savoir que il y a certaines personnes qui tiennent la main à leurs parents. Voilà. C'est des sentiments qui me sont étrangers. Bon. Donc, très rapidement, beaucoup de violence physique, beaucoup de tristesse liée à l'exil. Et j'ai dû couper les ponts avec mon parent quand j'étais très jeune, je me souviens plus exactement parce que ça fait un moment. Quand on déprime, tout s'entremêle, les souvenirs s'entremêlent. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir coupé les ponts avec mon parent m'a mis dans une très grande précarité. Très grande précarité. Euh, et vraiment, c'était très difficile puisque je ne sais pas comment je m'en suis sortie d'ailleurs quand j'y repense. Mais oui, c'était très difficile puisque il y a la dignité, il y a l'épuisement en fait émotionnel, physique, psychologique qui fait qu'on en a marre, on veut tout enlever. Et puis il y a l'aspect pécunier qui on se dit waouh, comment est-ce que je vais m'en sortir? Donc dans tout ce mélange de déprime, parce que c'était au départ, je pensais que c'était juste un petit coup de mou. J'essayais de trouver refuge auprès de ma famille au Cameroun qui ne comprenait pas, voilà, tout simplement de ce que je vivais et qui m'utilisait très clairement, ce qui a accentué ma déprime, voilà, ce qui a accentué ma tristesse, ma dépression. Il faut mettre les mots parce que oui, c'est le premier critère, le premier élément qui m'a permis de sortir de ma dépression, c'est d'oser mettre les mots tel que je le ressens sur des situations. Parce que pour certaines personnes, ces mots-là sont forts, et sûrement ils le sont, mais, euh, mais pour moi, c'est ma réalité, c'est comme ça que je le vis. Donc quand je dis, pour beaucoup de personnes, comme là je viens de le faire en disant, on m'utilisait en Afrique, c'est que je n'étais qu'un objet, un objet pour envoyer de l'argent. Moi, j'avais besoin de soutien parce que j'allais mal émotionnellement. J'étais en vraiment sincère dépression. En face de moi, on m'utilisait. C'est violent de le dire, c'est difficile de le dire, mais mettre les mots sur la situation qu'on vit, comment on le vit, pour moi, c'est, enfin, nommer une chose, c'est déjà une condition pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir l'examiner, pour pouvoir lui donner vie, en fait, tout simplement la reconnaître. Voilà.
Donc la première des choses que je faisais, c'était de nommer ce qui se passait en moi. Je me sens utilisée par mon parent au Cameroun. Euh, je me sens épuisée. J'en ai marre de ne pas être considérée, etc. Donc donner vie, à mettre des mots sur toutes les émotions que je vivais, m'autoriser à vivre ces émotions-là, leur donner du crédit parce que personne ne le faisait autour. Et c'est là le deuxième point le plus important, c'est de donner du crédit à sa réalité. Parce qu'autour de moi, il y avait des personnes qui minimisaient ce que je ressentais. Et si je faisais l'erreur, comme c'est bien trop souvent le cas, de m'adapter à leur réalité en me disant que ah oui c'est vrai, peut-être que j'exagère, mon parent n'est pas si difficile, ah oui peut-être que c'est moi qui abuse, c'est que en réalité je me trahis moi-même. Et vraiment je pense que j'ai eu beaucoup de cran dans le fait de ne pas me trahir moi-même et d'oser nommer, d'oser dire ce qui se passait réellement en moi, indépendamment de ce que les gens pensaient autour de moi, parce que c'était une question de vie ou de mort, tout simplement. C'est ça la dépression. C'est quand on n'arrive plus à vivre parce que on a des problématiques qui nous entourent. Alors, aujourd'hui, ce que moi je pense, c'est que la dépression, ne doit pas me qualifier. C'est ce que je me suis toujours dit, c'est que la dépression doit être passagère. Aujourd'hui, je déprime. C'est ce que je me disais toujours. Aujourd'hui, Naomi, tu déprimes, tu vas mal, c'est très difficile pour toi de vivre dans cette situation. Tu as l'impression d'être seule, tu as l'impression que tes parents ne t'aiment pas. Tu as l'impression de ne pas comprendre pourquoi tu es venue au monde. Si c'est pour se faire traiter de cette manière par son parent, par ses parents. Donc, c'est vrai que c'était vraiment assez particulier parce que je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à nommer cette situation et même dans les moments les plus difficiles, comprendre que ce n'est que passager. Voilà, ce n'est pas une situation qui va durer éternellement. Elle ne doit pas, elle ne va pas, mais la nommer quand même. Donc voilà, donc ça c'était le troisième point qui était très important, c'est vraiment me détacher de ne pas m'associer à la dépression. J'évitais de dire que j'étais dépressive. Je trouve que le fait de me qualifier à ce moment-là de dépressive m'enfermait justement dans cette dépression. Et je me disais, non, je vivais des moments de déprime, je vivais des moments de dépression, je vivais des périodes très fortes, certes, mais quand même, de dépression. Donc, au fur et à mesure du temps, ça ne suffisait plus. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, avec du recul, c'est ce que je pense, la dépression, pour aller mieux, il faut vraiment changer notre environnement. C'est ce que moi je pense, c'est ce qui a marché pour moi. J'étais pas bien entourée. Voilà, clairement, il faut le dire, j'étais pas bien entourée. Pas au sens où les personnes qui m'entouraient étaient des mauvaises personnes ou des mauvaises fréquentations ou quoi, pas du tout, vraiment pas. Mais au sens où je n'avais personne à qui parler et je n'avais personne pour m'écouter. Donc j'ai eu un ami qui a eu une bonne idée de me dire mais va voir un psychologue, essaye d'aller voir un psychologue, ça pourrait aller mieux. Bon, dans ma culture, et encore une fois c'est quelque chose de tout à fait stupide de dire dans ma culture, puisque maintenant je suis française autant que je suis camerounaise, si ce n'est plus maintenant. Bon, donc j'avais quand même en fait cette... parce que quand on est une Africaine en France, on a cette taxe. Il y a la taxe de prouver. Il faut prouver que tu es vraiment une vraie Africaine. Donc tu ne vas quand même pas aller voir un psychologue. C'est des choses de blanc. Nous, les Noirs, on est au-dessus de toute... on est au-dessus de toute forme de loi, de tout... on déprime pas, nous. Ça, c'est des trucs de blanc, quoi. Bref. Donc, pendant longtemps, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, non, je vais pas aller voir un psychologue. Je vais pas aller voir un psychologue, je vais essayer de gérer toute seule. J'ai personne à qui parler, mais ça va le faire. Puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est nécessaire. C'est nécessaire de parler à quelqu'un qui ne va pas me juger. C'est nécessaire de parler avec une personne qui va pouvoir pleinement m'écouter, qui va de ne pas être seule dans ce combat, tout simplement. Alors, ça peut marcher pour certaines personnes qui ont un équivalent, qui ont un ami ou qu'importe, à qui vraiment s'adresser pour aller mieux. Moi, pour mon cas, je n'avais vraiment personne.
Et j'avais vraiment personne. Ma famille soutenait, bon, mes parents, tout le monde pratiquement, en fait, ne donnait aucun crédit hein, à ce que je vivais, à comment je me sentais, tout le monde s'en foutait. Donc, il me fallait quand même une deuxième personne avec laquelle je pouvais mener ce combat. Cette deuxième personne a été mon psychologue. Je sais que beaucoup de gens appréhendent l'idée de raconter sa vie comme ça à un psy. Moi, ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai vraiment accroché avec ce psychologue-là en question. J'ai voulu que ce soit un psychologue noir. J'y tenais, africain de préférence. C'est important en fait. Je pense que ça reste une rencontre. Il a tendance à dire ça et je suis d'accord aussi avec ça. Ça reste une rencontre. Donc il ne faut pas hésiter à avoir des prérequis. Bon, voilà, on n'est pas au marché, mais quand même. Quoi qu'il en soit, ça s'est très bien passé. La rencontre s'est très bien faite. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu avoir justement, et c'est mon prochain point, c'est d'avoir un modèle. Voilà. J'ai pu avoir en face de moi une personne qui avait un niveau de stabilité émotionnelle, de compréhension émotionnelle, de maturité émotionnelle qui me subjuguait. Voilà. Je me souviens de mes séances, je parlais, il était, enfin, non, il l'est, parce qu'il n'est pas, il est toujours de ce monde, Dieu merci. Très intelligent, il est très intelligent, il est africain, il a un accent africain du Niger, il me semble. Et, euh, et c'est vrai que je me souviens, à chaque fois qu'on avait nos séances, j'étais tellement perturbée par son niveau d'intelligence. Et j'aimais le fait de me dire que d'accord, je peux atteindre ce niveau-là. Donc ce modèle-là, que je n'ai pas eu dans mon entourage, j'ai pu le créer à travers un psy. Et c'est en ça qu'un psy est intéressant. Bon, pour d'autres personnes, ce sera quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, ça m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup marqué, réellement. Par la suite, il fallait quand même faire quelque chose de très indispensable. C'était changer mon environnement. Voilà. C'était accepter en fait la douleur. Bon, déjà la nommer, c'était déjà fait, mais maintenant il fallait accepter cette douleur-là. J'ai dû accepter la douleur, le vide, parce que ça crée un énorme vide hein, quand on est seul, on se sent seul, qu'on n'a pas notre père, on n'a pas notre mère, on est vraiment seul parce que j'ai personne en France. Ça créait un énorme vide et il fallait que j'accepte ce vide-là. J'essayais de le combler comme beaucoup de personnes. Et c'est en ça que moi, ça m'amuse beaucoup quand les Africains disent qu'ils n'ont pas besoin de psychologue. Bon, alors ça peut être vrai, mais on a toujours quelqu'un qui va jouer ce rôle-là. Et je pense que c'est encore moins vrai dans notre communauté parce que on comble en fait toutes nos problématiques par des addictions, que ce soit des addictions à l'alcool. Au Cameroun, les gens boivent énormément. Que ce soit parce que oui, effectivement, même dans beaucoup de pays africains, même dans les Antilles, les gens boivent énormément. Et voilà, c'est l'alcool à outrance. Et ça peut être aussi le fait d'avoir des relations à outrance, hein, sexuelles ou autres. Donc, en ce qui me concerne, j'avais rien de tout ça. Je n'étais pas addict à l'alcool, j'étais pas addict à quelconque forme de fumette ou quoi que ce soit. Voilà, j'étais simplement, j'acceptais mon sort, j'ai accepté pleinement cette souffrance-là. Je n'ai pas essayé de la détourner, je n'ai pas essayé de me divertir, j'y ai fait face. Et je pense que c'est vraiment un point essentiel, le fait de ne pas se détourner de cette souffrance par le sport, par les femmes, voilà. C'est un vide qui est là, qui existe, que je dois combler, mais, euh, mais, pas, mais pas par des choses matérielles, pas par des choses extérieures à moi-même. Donc, il était question du coup de refaire mon identité, comment exister à nouveau quand tu as été un enfant qui a passé toute sa vie à être formaté, être violenté par son parent. Voilà. Comment est-ce que comment est-ce que je m'identifie? Qui suis-je? Qui suis-je au final? Qui suis-je quand je me retrouve toute seule? Comment est-ce que je pourrais me définir, etc. Et c'était des points qui étaient très difficiles.
et qui par la suite m'ont vraiment aidé à du coup m'occuper, parce que j'étais occupée du coup à me construire en tant qu'enfant brisé. Donc, le dernier point, c'était donc de refaire mon environnement. Il était question, parce que pour moi, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, la dépression, la déprime, qu'importe, ce sont des stades, ce sont des moments, en tout cas tels que je l'ai vécu dans mon histoire. Je ne sais pas pour d'autres personnes, mais c'était un moment, un stade qui me signalait que je n'étais pas, qu'il y avait des choses dans mon environnement qui ne me faisaient pas du bien. Et donc, le fait de couper les ponts avec ma famille m'a fait, enfin mes parents surtout, parce que pas toute ma famille, mais le fait d'avoir coupé les ponts m'a fait beaucoup de bien. Le fait de changer d'environnement m'a fait beaucoup de bien. Le fait de, voilà, il faut un changement. On ne peut pas guérir dans le même environnement qui nous rend malades. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il a fallu changer. Il a fallu que je me change en m'acceptant, en me construisant autrement qu'à travers le regard de mon parent, autrement qu'à travers le regard des autres, autrement qu'à travers le regard des hommes. Il a fallu également que je change mon environnement drastiquement parce qu'il ne correspondait pas ou plus à la personne que j'étais. Bon, aujourd'hui ça va très bien et aujourd'hui je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui je suis une femme pleinement accomplie. C'est très prétentieux de dire ça de cette manière parce que je suis très jeune, mais c'est comme ça que je le ressens, alors je le dis ainsi. Je suis une femme pleinement accomplie, émotionnellement je me sens très bien. Je prends les bonnes décisions, je me sens très mature. Je ne suis pas du tout, enfin très peu du moins, manipulable, mais je suis très fière d'avoir pu dépasser ça. Et c'est ça qui m'a maintenue, c'était l'idée de me dire ça ira mieux un jour. Et j'ai hâte que ce jour arrive et ce jour est là, aujourd'hui. À tel point que je me retrouve à faire cette vidéo parce que c'est important pour moi de dire à toutes les personnes qui doivent vivre des périodes, des moments ou qui ont vécu ces moments-là qu'il y a une lumière au bout du tunnel et il faut passer son temps à y croire, il faut passer son temps à l'attendre, ce moment-là. Voilà. Il faut pas se dire que, enfin, si, c'est la dépression, dans tous les cas, on se le dit, mais ça existe. Ça existe, cette lumière, elle existe et on y arrive à chaque fois. Donc voilà, je suis très fière de moi, je suis très fière de mon parcours, je suis très fière de mon histoire, ce n'est pas du tout un fardeau. Dans plusieurs commentaires, j'ai eu des personnes qui s'inquiétaient de mon état de santé parce que je donne une partie de mon histoire dans la sphère publique. Ça va très bien. Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré une personne qui va aussi bien que moi, Julien. Donc voilà. La déprime, la dépression, ces moments-là, ce ne sont pas des moments qui vont rester à tout jamais. Il faut être dans l'action pour ne pas être dans la dépression. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir.